Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Alors, Côte-Nord Attitude, cette deuxième émission de la semaine. On est le mardi 13 février. Préparez-vous parce que c'est la Saint-Valentin demain. Fait que allez acheter des fleurs puis du petit chocolat là, dès aujourd'hui pour pas être en retard demain. Jean Saint-Pierre, salut! Oh, attends un petit peu. Ben non, ton micro fonctionne pas, Jean. Tu vas être obligé de déménager. Ouais, il paraît que c'est le piton de programmation qui est pas à bonne place. Ah, ben moi, en tout cas... Ce micro-là, il marche comme faut. Bon. Oh ouais, ça là fonctionne, puis on fera des tests tantôt, là. Donc, bon, salut Jean. Salut, bonne Saint-Valentin pour demain, bon mardi 13 pour aujourd'hui. Ouais, c'est de la préparation, ça. Hein? Ça dépend des couples, mais ouais, c'est de la préparation, puis c'est de la pression, je trouve, sociale, injustifiée. Quand ça tombe en plein milieu de semaine, ben là, faut choisir son samedi si on veut faire une activité de couple. Ceux qui ont prolongée. Il y en a qu'avec le festin de Cupidon là, de l'organisme à la source en ont profité la fin de semaine dernière, donc tant mieux. Mais nous, on parlera pas de Saint-Valentin, on a plein d'autres sujets aujourd'hui. Une bonne entrevue que j'ai réalisée ce matin, Tommy, avec Jonathan, notre chanteur, guitariste, qui fait partie de l'équipe d'Éric Lapointe. C'est un gars de Sept-Îles qui a commencé à jouer de la guitare à 17 ans. Donc, le chanteur originaire de Sept-Îles a épaté les 4 coachs de l'émission La Voix, diffusée dimanche. Il persévère dans le domaine des arts de la scène depuis quelques années. Moi, je l'avais vu en spectacle au Volley Soleil il y a quelques années de ça. Un bon show, là. Le Volley Soleil, c'est festif, hein. Il a donné un spectacle en conséquence. Mais quelle prestation dimanche soir. Jonathan Freeman, on parle aussi de son adolescence un peu trouble à Sept-Îles. Son enfance aussi. Il a quand même vécu des problèmes familiaux. S'est retrouvé en famille d'accueil. Il y avait un article, justement, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, dès le lendemain de sa prestation diffusée à l'émission La Voix. C'est un jeune homme qui a passé à travers différentes épreuves pour se rendre où il est aujourd'hui, pour se rendre sur la scène de cette émission très populaire au Québec. Ouais. Donc, entrevue qu'on vous propose dans quelques minutes. Également avec nous, le militant écologiste Jacques Gélineau, qui réalise aussi des documentaires. Il y en a fait plusieurs en ligne, là, diffusé à nous.tv, mais aussi disponible sur Internet, sur le Facebook de Nous TV Sept-Îles ou Nous TV Côte-Nord. Nous TV Côte-Nord, parce qu'on est relié avec notre équipe de Bécomo. C'est toute la question de la baie de Sept-Îles, là. On sait qu'il y a tout un rapport qui va être disponible bientôt de l'INRES. On étudie depuis 2016 sérieusement la qualité de l'habitat dans la baie de Sept-Îles. Jacques Gélineau suit de près cette étude-là de l'INRES et a produit un documentaire. On en parle vers 12h30, 12h25 sur nos ondes. Hier, il y avait un 5 à 7 organisé par les gens du Ferro. On a remis chèque, un beau chèque cette année, 36 700 $ quand même. Pierre Gilbert sera notre invité. C'est le deuxième plus important montant remis là, dans les 10 dernières années. Donc quand même, là, on peut le dire, le tournoi Ferro fait encore bonheur à l'association de hockey mineur de Sept-Îles. Donc on fera un petit bilan de ce tournoi Ferro 41e édition. Avec Pierre Gilbert, on n'a pas le choix de parler également d'Omnisport, avec le tournoi Omnisport qui s'en vient en fin de semaine prochaine. Ça a été repris, c'était le tournoi Carl Dykhouse à l'époque et c'est devenu le tournoi Omnisport. Donc on verra pourquoi ce changement, pourquoi Omnisport a décidé de reprendre ce tournoi. Et avec la séance du conseil municipal hier où il a été question d'Arena, donc le projet de 2 glaces qui a été ficelé et qui sera déposé au gouvernement du Québec. On verra avec lui également, là, lui qui est tellement... On a-tu besoin d'une aréna avec 2? On a-tu besoin d'une glace de plus? Du moins, on verra, là, Pierre Gilbert, qu'est-ce qu'il en pense? Il a toujours bien des opinions. Ouais, exactement. Il a sûrement son opinion, il est tout le temps là, à l'aréna. Exactement. Donc, on en parlera de tout ça avec Pierre Gilbert. En fin d'émission Côte-Nord Attitude, notre chronique assurance avec l'expert Guy Duchesne. Mieux vaut aviser immédiatement lors d'un bris, là, qui entraînera une réclamation aux assurances. C'est sûr, parfois, on en profite pour réaliser d'autres travaux. Il y a un petit dégât d'eau, notre sous-sol il était dû de toute façon, on va faire plus large. Ça marche bien avec les assurances, mais il faut vraiment s'entendre, les aviser rapidement. Il y a des bons exemples de ça. Guy Duchesne, chronique assurance, vers 12h50. Et on y va immédiatement avec les actualités. Actualité Pure FM.
On résume cette séance qui a duré 2h30 hier soir à l'hôtel de ville de Sept-Îles. Le conseil municipal a décidé de déposer son projet de complexe sportif à 2 glaces pour se qualifier à une subvention du gouvernement du Québec pouvant atteindre jusqu'à 7,5 millions de dollars. Le projet pourrait changer pour répondre aux besoins exprimés par plusieurs organismes en manque de gymnase. Le maire Régent Porlier a expliqué hier soir à la séance publique que le conseil devait déposer un projet avant le 23 février. On a même fait travailler les fonctionnaires de la ville au cours de la fin de semaine pour finaliser le projet d'aréna à 2 glaces, celui qui va être déposé pour le 23 février. La réflexion va se poursuivre quand même avec une consultation auprès de l'ensemble de la population. Les études confirment que la structure de l'aréna Conrad Parent est en bout d'âge et que le système de réfrigération est désuet. Le maire a aussi amorcé un dialogue avec le directeur de la commission scolaire du FER, Lucien Maltais, pour étudier le problème avec une vision complète. Il y en a des gymnases quand même dans nos écoles. Les écoles secondaires sont bien équipées à Sept-Îles, mais c'est la commission scolaire qui le gère, même quand c'est des ligues d'adultes. Tu connais ça avec le soccer, Tommy, on connaît ça avec le volleyball aussi. Les élus évalueront divers scénarios, dont celui d'un complexe avec une deuxième glace, mais qui serait en une bonne partie de l'année une glace sèche pour y pratiquer diverses disciplines comme le tennis et le soccer. Le projet est pour l'instant évalué à 27 millions de dollars. La ville de Sept-Îles tentera d'obtenir le maximum de subventions auprès des 2 gouvernements supérieurs. Le conseiller Michel Bellavance a voté contre la résolution adoptée par le conseil hier soir. Il craint que le projet de plateau sportif soit reporté de plusieurs années. Eh bien, justement, le porte-parole du regroupement pour les plateaux sportifs à Sept-Îles, Denis Ringuette, gère plutôt mal la décision du conseil municipal d'hier soir de présenter un projet de complexe sportif à 2 glaces pour remplacer l'aréna Conrad Parent. Il craint que la ville retarde d'au moins 5 ans le projet de centre multisport pour ajouter des gymnases à cette île. Denis Ringuette rappelle que 12 associations, dont l'Académie de judo, les clubs de soccer, de tennis et le tournoi Orange Alouette, manquent d'espace pour leurs activités. Il ne croit pas que le projet de glace sèche répond aux besoins de ces organisations sportives. Denis Ringuette comprend que la ville devait déposer un projet pour se qualifier à une subvention gouvernementale, mais aurait préféré une consultation avant l'adoption de la résolution des élus réunis hier soir à l'hôtel de ville. Le projet qui ne fait pas l'unanimité au conseil suscite plusieurs réactions. Une citoyenne, Louise Gagnon, a profité de la période des questions pour proposer au maire d'organiser un référendum concernant le projet de complexe sportif. Et puis, la rencontre a duré 2h30 à l'hôtel de ville de Sept-Îles. Hier, il y avait donc d'autres sujets à l'ordre du jour, dont celui des compteurs d'eau dans les bâtiments publics. La ville de Sept-Îles va installer des compteurs d'eau à des endroits comme le centre socio-récréatif, donc à la piscine, le centre aquatique, l'hôpital, les écoles également. Pas question de le faire pour les résidences, nos maisons privées pour l'instant, a précisé hier soir le maire Porlier. Le conseil municipal a décidé d'acheter au coût de 119 000 $ des compteurs d'eau et un système de collecte de données à distance. Les commerces et entreprises de Sept-Îles ont déjà des compteurs qui calculent la consommation d'eau potable et ça permet une facturation en fonction des volumes utilisés. Okay. Selon le maire Régent Porlier, il s'agit d'un outil pour la ville pour une bonne gestion de son réseau d'eau potable et pour se conformer aussi aux exigences environnementales du gouvernement. La stratégie québécoise d'économie d'eau potable impose aux municipalités une réduction d'au moins 20% de la consommation d'eau par personne et une réduction également des pertes et des fuites. Les étudiantes en soins infirmiers du Cégep de Sept-Îles se passionnent pour leur futur métier, mais espèrent des améliorations des conditions de travail. L'épuisement lié au temps supplémentaire obligatoire décrié dans les médias par les infirmières et leurs syndicats inquiète un peu les étudiantes rencontrées par Attraction Radio au Cégep de Sept-Îles. Amy et Shanda étudient en soins infirmiers. On les écoute à l'instant.
pense vraiment qu'être infirmière, c'est ce que je veux faire. Puis il y a des points négatifs, bien entendu. Le temps supplémentaire obligatoire, c'est pas souhaité par personne, je pense, de se faire obliger de rester au travail, mais il y a tellement de beaux côtés. C'est vraiment ce que je veux faire dans la vie. Puis non, c'est pas quelque chose qui va me décourager d'avancer puis de poursuivre mes études. C'est sûr que ça peut être pratique d'avoir l'horaire d'avance quand t'es maman, là. Trouver des solutions de rechange pour un 16 heures, puis qu'on t'avertit à 4h moins 20, c'est sûr que c'est quelque chose qui me fait un peu peur dans la profession, mais on va essayer de travailler pour ça. Finissant en soins infirmiers, Gabrielle croit que la passion a ses limites et que le gouvernement ne peut pas exploiter des travailleuses qui ont la vocation. Tu peux pas être heureuse en tant qu'infirmière si tu le fais juste pour le salaire, là, si tu vas pleurer ta vie, là. Mais je pense pas non plus qu'il faut passer toute la misère des qualités de travail, des TSO sur le fait de la vocation. Je pense que oui, c'est une passion, c'est du dévouement, mais je pense pas qu'on mérite tout ça, même si on est dévoué à ça, puis que c'est une passion vraiment, là, tu sais. 65 étudiants complètent les études en soins infirmiers au cégep de Sept-Îles. Plusieurs abandonnent en découvrant la réalité lors des stages en première année. Les autres démontrent une passion pour leur future profession. Les travailleurs saisonniers ont occupé hier une dizaine de bureaux de Service Canada dans diverses régions, dont celui de Sept-Îles, pour dénoncer le trou noir du programme d'assurance-emploi. Le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, dénonce vivement le ministre Jean-Yves Duclos, qui avait promis de régler ce dossier en priorité. Selon la CSN, rien n'a bougé depuis un mois. Certains travailleurs saisonniers de la Côte-Nord se retrouvent 20 semaines sans revenus, déplore la CSN. Le comité RAP Côte-Nord profite des journées de la persévérance scolaire pour rappeler que le soutien à la famille et l'entourage est essentiel pour la réussite éducative des jeunes. Selon la présidente de RAP Côte-Nord, Ginette Côté, toute la collectivité doit contribuer à contrer le décrochage scolaire. Un sondage léger publié ce matin dans le cadre des journées de la persévérance scolaire conclut que 29% des jeunes vulnérables au décrochage y pensent avant l'âge de 14 ans. La situation s'améliore sur la Côte-Nord, mais il y a encore trop de décrocheurs, selon ce que rapporte la présidente du comité RAP, Ginette Côté. La persévérance scolaire, la sortie avec diplôme pour nos jeunes. Alors, on est vraiment en progression. Notre taux diminue de décrochage scolaire pour vraiment faciliter que les jeunes demeurent à l'école, qu'on fait tout. Ce qui est inquiétant dans le sondage, c'est que les jeunes pensent à décrocher, 13-14 ans. Il y a également un 7% qui pensent à décrocher avant d'avoir atteint 9 ans. La présidente de RAP Côte-Nord se réjouit de l'annonce du ministre de l'Éducation Sébastien Proulx qui a confirmé ce matin des investissements supplémentaires de 4 millions de dollars pour les organismes qui travaillent à la réussite éducative au Québec. Et puis le comité organisateur du tournoi Ferro Optimist 2018 a invité le président de l'association de hockey mineur de Sept-Îles à souper à la cage au sport hier soir pour lui remettre un petit chèque de 36 700 $. Il s'agit quand même du deuxième plus important bénéfice du tournoi Ferro au cours des 10 dernières années. Pour le président de l'association, Jocelyn Gagnon, il est clair que le dynamisme des organisateurs du Ferro profite aux 360 jeunes qui jouent au hockey à Sept-Îles. Tout ce que le club Optimist fait pour nos jeunes, c'est exceptionnel. Puis eux en profitent. Ça aide à payer les dépenses, ça aide à payer le personnel d'encadrement, les dépenses à l'extérieur. Alors, c'est vraiment apprécié là, le montant qu'on a cette année et tout le travail que les membres du club Optimist font pour nos jeunes. Président du comité organisateur du 41e tournoi Ferro Optimist qui a eu lieu du 24 au 28 janvier, Pierre Gilbert a remercié hier personnellement les principaux bénévoles et les généreux commanditaires. Hier soir, on a parlé beaucoup du projet d'Arena à deux glaces à Côte-Nord-Attitude. On va revenir sur ce dossier-là avec le maire Régent Porlier demain midi. Le maire aujourd'hui est en rencontre avec deux ministres à Québec. Il rencontre Pierre Arcan et la ministre des Transports, Madame Tremblay, j'ai oublié son prénom. C'est Véronique. Véronique Tremblay, c'est ça. Alors, le maire est du côté de Québec aujourd'hui, mais demain, on s'est entendu, il sera à Côte-Nord-Attitude. On va faire le point sur sa rencontre avec deux ministres, probablement, mais surtout sur le projet d'Arena à deux glaces à Sept-Îles. On s'arrête à peine quelques instants, quelques secondes, et on s'entretient par la suite avec la nouvelle coqueluche de l'émission La Voix, Jonathan Freeman. Attitude. Votre sœur aussi pourrait faire partie des 72%. Saviez-vous que 72% des personnes atteintes de l'Alzheimer sont des femmes? Informez-vous sur les 10 signes précurseurs.
Contactez la Société Alzheimer pour obtenir de l'aide. Visitez alzheimer.ca pour faire un don. Bonheur PM. Allô, c'est David. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner pour votre retour à la maison. Je vous propose une émission simple où se côtoie un peu d'infos, de sport, de potins showbiz, un brin de folie et surtout la meilleure musique. Je vous attends du lundi au jeudi dès 15h. Pur FM 94.1 jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Jonathan Freeman a réalisé une performance exceptionnelle à La Voix dimanche soir, la diffusion de l'émission. Et là, il est dans l'équipe d'Éric Lapointe. Beaucoup d'éloges sur nos sites Facebook Attraction Radio à Sept-Îles-Port-Cartier là, au cours des dernières heures. Le public a adoré. Jonathan Freeman, bonjour. Ça va bien? Oui, hey, bravo pour ta prestation. Hein? Les gens ont apprécié. Il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert dimanche soir. À travers le Québec. À Sept-Îles, quand même, pas mal de gens t'avaient déjà entendu en spectacle, mais pour les Québécois, c'était une découverte, là. Ouais, mais je pense aussi que j'ai surpris pas mal de Sept-Îliens qui pensaient me connaître, puis finalement, ils ont découvert que justement, je faisais de la musique depuis quelques temps. Ils ont appris à me découvrir au travers aussi l'émission d'hier, qui était un peu mon topo, une photographie, d'où je viens, qui je suis, puis c'est sûr que c'est gros, là, tout se passe super bien. C'est gros, certain. Ça doit être assez stressant aussi, hein, Jonathan? Le moment important de ta vie, là, quand même, là. Ça n'a pas été enregistré dimanche soir, mais le vivre, c'est quelque chose, quand même, là. Surtout quand on vient t'enlever un rideau d'en face, là. C'est quand même assez stressant, tout ça. Ouais, ben, écoute, je suis pas une personne très stressée, très nerveuse dans la vie. Du tout. J'étais là sans attente. Puis le seul moment où j'ai vraiment stressé, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, c'est quand Eric est venu arracher le rideau. Puis ce qu'on voit pas, en fait, sur la séquence, c'est qu'il a essayé à 3 reprises. Il a essayé 3 fois sur le rideau. Mais t'as été obligé de reprendre la toune, quoi? Est-ce qu'on a entendu, c'était pas la version intégrale? Ça, c'était un one take, ok? J'ai pas pu arrêter, c'est sûr, mais, tu sais, je veux dire, le rideau s'est pas détaché par lui-même d'un seul coup. Et tu sais, moi j'étais là en train de jouer, puis je voyais quelqu'un qui essayait de tirer sur le rideau. Puis au bout de genre 2 ou 3 coups, vraiment durs, le rideau a fini par céder. OK. Mais tu sais, toi, t'es là. Puis ça te prenait toute ta concentration, toi, quand même, là. Ben oui, c'est ça. C'est un moment très décisif. Là, t'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Essayer d'être concentré. Puis, en même temps, c'est un côté professionnel. C'est quoi qui arrive, il faut continuer à chanter. Puis, ça c'est le moment où c'est le moment qui va me rappeler toute ma vie. Là. Quand même, ça a bien passé. Hein? Les 4 coachs, on a entendu leurs commentaires. Lara Fabien, elle te voulait vraiment dans son équipe. Là. Elle a insisté d'aller te chercher par la main, puis ça n'a pas marché. Pauvre elle. Ouais, j'ai vraiment hésité. C'est encore là qu'on voit pas, là, mais j'étais planté là, puis je me demandais vraiment vers qui j'allais aller. Ouais? Je pensais qu'Éric Lapointe, c'était un choix déterminé d'avance pour toi. Là, tu t'es dit, s'il se tourne, c'est lui, non? J'avais vraiment un coup de cœur quand même pour Éric, mais les coachs avaient tous des bons arguments, puis tu sais, j'essaie de voir avec qui est-ce qui pourrait m'apporter, c'est loin dans l'aventure, qui serait vraiment prêt à travailler avec moi. Puis ça s'est avéré que bon, j'ai un coup de cœur pour Eric. Ben, je pense que t'es dans la bonne écurie, comme on dit là. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ton choix puis qui te voyaient avec Éric Lapointe. L'idée, c'est d'aller chercher celui qui va nous amener ailleurs aussi, là, qui va nous donner les bons conseils. C'est ça. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être de travailler avec Éric, de voir jusqu'à où est-ce qu'on peut se rendre ensemble et qu'est-ce qu'il peut m'apporter. C'est quand même drôle. C'est quand même fou de sortir de cette île, ça fait juste 1 an, puis là, je me retrouve à travailler avec Éric Lapointe. C'est quelque chose. Oui, c'est des beaux rêves qui se réalisent à quelque part. Il y a quelques personnes là qui ont à cette île qui t'ont jamais vu, qui te connaissaient pas, qui disaient mais mon Dieu, d'où il vient, comment ça fait que j'ai manqué son show là. Il y a eu le Masque d'Or pour toi. Moi, je t'ai vu en spectacle au Volet Soleil sur le bord de la plage à Moisy. Ça doit faire à peu près 3 ans de ça, Jonathan. On avait pris le temps de jaser après ton show là. J'avais beaucoup apprécié ce spectacle-là que tu nous avais donné là en fin de soirée. Là, c'est festif le Volet Soleil. T'en as fait quand même pas mal des shows dans la région de cette île là.
Ouais, quelques-uns. C'est sûr que j'en ai pas une dizaine en actif là, mais j'en ai quelques-uns. Puis je suis une personne assez imprévisible, donc c'est sûr que je suis déjà débarqué avec des instruments juste quelque part dans un endroit pour jouer. Ça c'est sûr que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé au comment ça s'appelle le pub en bas de la ville sur Brochet. J'oublie déjà les noms. Ouais, le bar Sept-Îles, là. T'as fait quelques bars à Sept-Îles, finalement. Ouais, c'est ça, quelques bars à Sept-Îles où je me suis improvisé aussi. Est-ce que t'es autodidacte ou t'as été à l'école de musique ou la guitare, c'est venu tout seul pour toi? J'ai appris la musique est venue à moi quand j'avais environ 17 ans. J'ai appris à jouer de la guitare par un de mes amis de Sept-Îles, Abel, son père, Guillaume Alessa, qui a fait la chanson La Côte-Nord, bien connue de tout le monde. Oui, c'est ça. Puis cet homme-là, j'ai toujours été en admiration devant. C'est à lui un petit peu que tu dois ton cheminement, finalement. Exactement. C'est vraiment grâce à eux. Puis quand on fait ça, appris la guitare, c'est bien joué. Bon, un jour, je me suis intéressé à ça. Ça a pris un certain moment. Ouais. Puis il a commencé à me montrer, quelques accords à gauche et à droite. Puis je me suis tout de suite comme c'est quand même un instrument qui est attrayant. Puis je me suis mis à essayer, à voir. Je trouvais ça vraiment difficile. Puis un jour, je me suis dit j'ai eu un vrai emploi. Puis avec le premier chèque vraiment de paye, j'ai été m'acheter la guitare. Puis je devais avoir 17 ans. Puis là, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à jouer puis à chanter. La voix que j'ai aujourd'hui n'est pas celle que j'avais. Ça se travaille une voix aussi, hein. Sans suivre de cours, là, on peut y consacrer du temps puis l'améliorer, son organe vocal. Oui, c'est ça. C'est pas venu, j'ai pas eu de cours, puis ça vient avec beaucoup d'efforts. C'est beaucoup de travail. Je voyais, Jonathan, entre autres, un article dans le Journal de Québec hier, là, Jonathan de la rue à la voix. Tu l'as pas eu facile non plus, là, dans ton enfance ou dans ton adolescence à Sept-Îles. À un moment donné, le conjoint de ta mère était une personne malsaine. Ça affecte tout ça, hein. Ça détermine malheureusement des choses, bien des choses dans notre vie, hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est une étape pas facile. Mais, je veux dire, dans la vie, tu choisis si t'es une victime ou si t'es un battant. Puis, j'ai décidé, même ma famille, on a décidé qu'on allait plus se laisser abattre par ça, puis on avance. Je suis pas à la voie pour faire pitié. C'est un article qui m'a surpris quand même. Ah oui, t'aurais aimé mieux pas parler de ces choses-là? Non, c'est des choses qu'il faut dénoncer, c'est des choses qui doivent plus se reproduire, que ça arrive encore aujourd'hui, c'est des affaires inacceptables. Il faut les dénoncer. Oui, puis on n'est pas à l'abri quand on est dans des petites villes, des régions non plus, hein? Non, partout, tu sais. Je pense que ces choses-là, si je suis à la voix, c'est vraiment pour montrer aux gens que peu importe d'où tu viens, puis qui tu es, par où tu passes, ce que tu as vécu, peu importe, si tu as des rêves, si tu y crois, vas-y. Si j'ai un message à dire à la génération, c'est plus jeunes, ceux qui sont secondaires, il y a des gens qui cherchent, des gens qui savent pas c'est qui, des gens qui vivent des trucs. Moi, j'ai longtemps rêvé, s'il vous plaît, les jeunes, rêvez. C'est ce qui nous garde vivants, c'est ce qui nous ce qui nous fait avancer. Il y a aucune limite dans la vie à tous nos rêves. Même si les gens te disent que c'est pas bon, même si les gens te disent c'est pas correct, c'est genre tu t'y prends mal. Non, vas-y, avance. Moi, ma propre mère elle aimait pas quand je jouais de la musique, quand j'ai commencé, elle aimait pas, elle me demandait d'arrêter. Elle trouvait pas ça sérieux, quoi. Elle aimait pas ça. J'ai cassé les oreilles. OK. C'est pas très bon, mais regardez aujourd'hui, tu sais. Oui. Aujourd'hui, en même temps, ton cheminement démontre de la persévérance, la résilience, ça mène à quelque part, là. C'est une énergie à l'intérieur de soi qu'on va chercher, là. Oui, exact, c'est ça. Et là, la suite des choses, là, d'abord la musique, c'est un petit peu ça finalement. Là, c'est arrivé avec des périodes difficiles dans ta vie. Ça a été ce qui t'a permis de te raccrocher, là, sinon aux études, peut-être à la vie. Écoutez, c'est sûr que ça a été un échappatoire, une forme d'expression. C'est incroyable là, que j'ai découvert ça. Puis ça me suit encore aujourd'hui. Quand je traverse des moments, là, c'est évident que ma guitare est à côté, puis que je dois chanter, même si il faut que j'évacue. Puis ouais. On peut dire que ça m'a vraiment sauvé. Là. Mais là, ça va mieux pour toi et ta famille, là. Surtout depuis dimanche soir, j'imagine. Ah, même
Oui, ça allait mieux déjà. Mais ça allait mieux déjà, puis de voir que tout le monde, j'ai un support de tout le monde, des gens de cette île, des gens de partout. Oh, c'est incroyable, c'est une expérience assez hors du commun, là. Et c'est pas terminé, ça ne fait que commencer. Il me semble, Jonathan, que quand on s'était parlé après le spectacle au Volley Soleil, il y a quelques années de ça, tu me parlais des États-Unis. Tu voulais t'en aller vers les States, non? Ouais, j'ai été faire un tour un peu aux États-Unis, à New York, et j'étais voir ben, savez-vous quoi, je suis dehors, puis je viens de croiser un autre candidat. Ah oui? Oui, c'est à côté de moi, là. Là, t'es à Québec, à Montréal, là? Ouais, c'est à Québec. OK. Celui-là, je vais le garder en surprise. J'ai pas le temps encore. Et puis, c'est ça, là, la suite des choses avec Éric Lapointe, là, tu devrais être absent à la télévision pendant quelques semaines pour que ça continue. À un moment donné, tu vas avoir un duel avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. La prochaine étape, présentement, c'est les duels. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de rencontrer aussi les autres artistes dans mon équipe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, tout ça. De rencontrer des gens, de travailler avec mon mentor, de travailler avec Eric. C'est sûr que c'est les prochaines étapes qui m'attendent. Puis pour ce qui est du public de cette île et de la Côte-Nord, je suis convaincu que les gens vont être derrière toi au moment voulu. Là, à un moment donné, le public intervient dans cette émission-là quand même. Là, ça va être important d'avoir l'appui de ces gens à cette île, mais de tous les Québécois aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est sûr que si je me rends au quart de finale, à partir de ces moments-là, c'est des diffusés en direct de ce que j'ai compris. Donc c'est live à la télévision. Puis c'est un vote du public. Donc j'ai pas de doute que la ville de cette île est derrière moi. Je reçois beaucoup de messages de plein de gens, des gens que je connais, des gens que je connais pas. Puis merci premièrement pour le support, c'est incroyable. Et j'ai aucun doute que ça va continuer comme ça. Tu suivais les éditions précédentes, notamment celle où Yvan Pedneau s'est rendu jusqu'en finale, un gars de cette île. Ça t'a peut-être un petit peu inspiré aussi de voir que c'était possible, non? Ouais, c'est sûr. C'est sûr de voir que ça sort de nulle part, que n'importe qui peut se rendre là. Oui, c'est inspirant, c'est sûr. Eh bien, Jonathan, on aura certainement l'occasion de s'en reparler. On te souhaite bonne chance pour les prochaines étapes, puis sois assuré que tout le monde à cette île, Port-Cartier, Côte-Nord, va suivre de près la voie 6. Je vous remercie, puis continuez d'être beau, gentil, bonjour à tout le monde. Un gros merci pour l'entrevue également. Ça fait plaisir, à bientôt. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Salimanic Côte-Nord, une entreprise spécialisée en nettoyage industriel, est présentement à la recherche de 2 soudeurs. Les candidats recherchés doivent avoir 5 ans d'expérience, avoir une bonne capacité physique, être capable de travailler en équipe. Ce défi vous intéresse? Faites parvenir votre CV à info@salimaniccôtenord.com ou au 1707 Boulevard L'Or à l'attention de Marie-Josée Poirier. L'endroit où l'on trouve de tout à Port-Cartier, c'est la boutique Marie-Fleur. Vous y trouverez cadeaux, fleurs, chocolat, bain moussant, décorations et plus encore. Et avec la Saint-Valentin qui arrive à grands pas, obtenez 20% de rabais sur toutes les sacoches et foulards disponibles en magasin. De plus, nous vous offrons l'emballage de vos cadeaux achetés chez nous tout à fait gratuitement. La boutique Marie-Fleur, c'est beaucoup plus que des fleurs. 4A Boulevard des Îles à Port-Cartier, 88 766 6505. C'est la grande liquidation finale à la mercerie Armand Charrette. On vous propose une liquidation de 20% supplémentaire sur toutes les étiquettes rouges en magasin. Lot de pantalons, de chandails, de chemises, de souliers et de bottes offerts à des prix dérisoires de 50$ et moins. Lot de manteaux pour hommes à moins de 100$. Et plusieurs autres spéciaux en magasin avec une réduction de 20% supplémentaire sur toutes les étiquettes rouges. Par ces temps froids, on a besoin de prix chauds. Et c'est ce qu'on vous offre pendant la grande liquidation fin de saison jusqu'au 17 février. Un seul endroit, la mercerie Armand Charrette, 459 avenue Brochu. La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire embauche pour la relance de ses activités. Plusieurs postes sont disponibles. Consultez le site web sfppn.com pour toutes les opportunités d'emploi. Actuellement, nous avons besoin d'un fiabiliste, d'un chef de section opérations ferroviaires et réglementation, d'un chef de section opérations cours et quai, d'un planificateur entretien des locomotives et des équipements lourds, d'un planificateur entretien de la voie et des wagons et de 2 superviseurs aux opérations ferroviaires. Prêt à relever le défi du redémarrage des activités à la Pointe-Noire? Postulez via le site sfppn.com. Plusieurs autres opportunités sont à venir. Soyez à l'affût. Côte-Nord. Attitude.
Alors Jean, on parle maintenant d'un nouveau documentaire sur la baie de Sept-Îles. Et on s'entretient avec le militant écologiste bien connu, maintenant réalisateur de films documentaires, Jacques Gélineau, bonjour. Bonjour à tous. Alors, un film qu'on peut voir présentement, il est sur le Facebook de Nous TV, Nous TV Côte-Nord. Également, il est en rotation là à la programmation de Nous TV, mais pas besoin d'être abonné à Cogeco, on peut le voir sur Internet. C'est un documentaire sur la baie de Sept-Îles qui nous est proposé avec des entrevues et des belles images aussi. Oui. En fait, on a apprivoisé, j'ai apprivoisé avec Cogeco à l'époque et tout son personnel lors du documentaire, du cinéma, puis du tournage vidéo sur le terrain. Donc, ça a été tout un apprentissage. Oui. Et puis, dans le fond, la démarche qu'on suit, là, c'est toute la question de la qualité de l'eau dans la baie de Sept-Îles. Là, on le sait, en 2016, on se posait beaucoup de questions. Là, on est vraiment en train d'évaluer tout ça. Là, il y a toute une démarche qui est amorcée. Oui, mais sauf que moi, je viens de recevoir un courriel de l'INRES, donc je suis pas autorisé par l'INRES pour parler du contenu de l'INRES, quoi que ce soit de l'INRES. Ben c'est ça que fait le film, là. Moi, je l'ai écouté ce matin, c'est exactement ce qu'on suit. On suit la démarche de l'Institut de l'INRES. Oui, mais on vient de m'aviser parce que j'ai avisé que j'allais avoir une entrevue concernant le documentaire, mais on vient de m'aviser de ne parler de rien de l'INRES. Donc, si vous voulez, on va s'en tenir aux difficultés de tournage, peut-être. Justement, la démarche, pourquoi avoir décidé de se pencher? Parce que vous avez fait là une série à Nous TV là, qui s'appelait Maya découvre la Côte-Nord. Et là, pourquoi s'être intéressé à ce sujet-là de votre côté? Ben, parce que le monde des sciences, le monde de la nature en général, premièrement, on sait, les jeunes vont de moins en moins nature, sont de plus en plus cloisonnés à l'intérieur. C'est pas vrai pour tous, là, mais on voit que cette génération-là a de moins en moins de contact avec le milieu naturel. Donc, moi, ma démarche était de vulgariser un peu tout ce qui se produit. Puis dans le cadre spécifique de ce documentaire-là, c'était de faire le lien, parce que vous savez, la science, c'est assez abstrait pour la plupart des gens, même, je dirais, c'est même voué une certaine incompréhension. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une démarche essentielle. Ce sont les yeux, comme j'expliquais à l'ouverture, ce sont les yeux de la société. Très difficile de savoir les impacts sur l'environnement de telle ou telle activité économique ou sociale. Donc, la seule façon de regarder réellement quelles sont nos empreintes que nous avons sur la nature, c'est par le biais de la science. Donc, ma démarche à partir de Maya, aller jusqu'à là, on est en train d'en faire deux autres, là. J'en fais un en ce moment sur la station de recherche, le mix, qui touche un certain nombre de chercheurs aussi. Et le prochain, ça va être aussi sur le centre de Miguacha, donc les extinctions massives. Donc, c'est de vulgariser, de permettre aux gens d'avoir accès à ce monde un peu abstrait des sciences, qu'ils puissent comprendre, premièrement, d'où on vient, où on va et quels sont les impacts de nos activités humaines sur l'ensemble de l'écosystème planétaire. Hein? On peut plus s'en sortir aujourd'hui. On sait que avec toutes les problématiques du réchauffement climatique, le changement physico-chimique des océans, bref, il y a énormément de problématiques. La planète est de plus en plus surpeuplée. Alors, il y a une certaine urgence de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui se produit en ce moment dans le monde. Et ce qu'on nous dit dans le documentaire, c'est que ce n'est que partie remise pour ce qui est du contenu comme tel de cette étude là de la campagne 2016. C'est en 2018 qu'on devrait avoir là des communications publiques médiatisées de l'INRES concernant le contenu de cette étude. Jacques Gélineau, on peut peut-être parler de politique, par exemple. Là. Je pense qu'il y a Québec solidaire qui cherche un candidat pour 2018. Le Parti vert aussi, de même que le parti à Bernard Rambaud-Gauthier, le Parti citoyen au pouvoir. Toi qui as fait 7 ou 8 campagnes électorales comme candidat, as-tu choisi ton clan pour 2018? Oui. Ben, en fait, mon clan reste toujours Québec solidaire. Donc, tu vas être leur candidat en 2018? Ben non, je ne crois pas que je vais être candidat. Il faut falloir que je commence à laisser ma place parce que, franchement, j'ai d'autres activités qui, pour moi, me semblent beaucoup plus prometteuses
pour être capable de passer des messages. Je reste quand même quelqu'un qui va être en arrière du prochain candidat pour être capable de l'encadrer, peut-être de l'appuyer, éventuellement l'aider dans sa campagne. Mais définitivement, on cherche une nouvelle candidature. Ouais. Ce qu'on appelle un stratège politique. Exact. Ou un conseiller politique. Bon. Faut que ça arrive assez vite quand même, là, hein. Le Québec solidaire, quoi, on a fusionné avec Option nationale, mais on devrait pas avoir un candidat vert plus un candidat de QS ici, là. Ça pourrait être un candidat de QS. D'ailleurs, il y a une approche qui m'a été faite. Il est possible que ce soit un ancien candidat, pas un candidat l'ancien, mais un membre de QS, pas de QS, d'Option nationale. Bref, à cette heure qu'on est fusionné, la gamme, l'éventail des candidats pour le plausible, pas sans potentiel, s'est élargi d'autant plus, hein? Ouais. Les chances réelles pour un candidat de gauche à la prochaine élection, là, il y a le PQ qui est encore fort dans le comté ici, même s'il l'est de moins en moins au Québec. La dernière campagne, ça a été très, très serré quand même. Ben, c'est ça. C'est que la dernière campagne, à peine 300 voix, on basculait rouge, hein? Maintenant, les rouges ont très mauvaise presse avec la gestion des soins de santé et tout ce qui s'est produit avec la corruption. Je pense que s'il y a une chance de voir émerger éventuellement plusieurs candidats de QS, ça va être à cette élection-ci, hein, parce que ça va dépendre beaucoup, parce que moi, j'hésite beaucoup à faire des pronostics. Les gens sont tellement imprévisibles, là. Ça va souvent sur la performance des chefs et non pas des candidats régionaux. Alors, il faudrait regarder comment va se débrouiller M. Dubois, qui est quand même quelqu'un de très articulé, qui a de la suite des idées. On va regarder comment est-ce qu'il se comporte au niveau de la campagne électorale. On sait que 30 jours pour une campagne, c'est relativement long. Tout peut basculer à la dernière semaine. Sauf que là, cette fois-ci, franchement, même si la CAQ est en avance, je ne vois pas non plus de grands discours de la part de M. Legault et non plus de sa capacité à en faire. Alors, j'ai hâte de voir. Ça va être assez enlevant, cette campagne-là, je pense. À suivre, donc. Jacques Gélineau, un gros merci. Bon succès avec ton nouveau chapeau de documentariste. Oui. Puis on va faire des grandes premières à Nous TV à chaque fois. On l'a fait avec ce documentaire-ci, ça a très bien fonctionné. Je pense que ça a donné le ton. Fait qu'avant de me mettre en ondes, maintenant on va faire des premières à des salles de visionnement. Monsieur Jacques Gélineau, réalisateur d'un document sur la baie de Sept-Îles. Merci beaucoup. Vous écoutez Côte-Nord Attitude. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre Hi-Fi Groupe Select Sept-Îles. Le VUS hybride électrique rechargeable le plus vendu au monde est enfin arrivé chez Côte-Nord Mitsubishi. L'Outlander PHEV de Mitsubishi combine la polyvalence d'un VUS, l'efficacité éco-énergétique d'un véhicule électrique et la manœuvrabilité du super contrôle intégral. Le seul hybride de sa catégorie, le tout à un prix plus abordable que vous ne le croyez. Obtenez-le à partir de seulement 124,44 plus taxes par semaine, en plus d'obtenir 4 000 $ en remise du gouvernement provincial sur les véhicules électriques. Ne payez rien avant 90 jours, offre sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Visitez Mitsubishi.ca et réservez votre essai routier chez Côte-Nord Mitsubishi, 100 rue Napoléon, 962-6424. Je sais pas pantoute quoi offrir à mon chum pour la Saint-Valentin. Il y a tout. Un bon nettoyage de son auto, c'est une bonne idée, ça. Des outils, il y en a. Des roses, pas sûr qu'il aimerait ça. Un certificat cadeau du paradis de l'auto. C'est des vrais pros, je te le dis. Hey, j'ai un flash. Un lavage intérieur-extérieur de son auto. Appelle au paradis de l'auto. 88-968-1940. Ou mieux, va les voir au 490 avenue Otis. Ils sont ben smart. Eh oui, je vais aller au paradis de l'auto. Il va être content et que j'ai donc des bonnes idées des fois. Hey, c'était mon idée, ça. Vous êtes tanné du froid et de la neige? Club Voyage Côte-Nord a le remède pour vous. Envolez-vous au Mexique avec Vacances Sunwing de Sept-Îles. Un départ par semaine vers Cancun et la Riviera Maya jusqu'au 11 avril prochain. Partez l'esprit tranquille en venant rencontrer l'une de nos conseillères qui ont visité la destination pour vous chez Club Voyage Côte-Nord des Galeries Montagnaises. Dites-lui « Je t'aime » en lui offrant un moment de détente bien mérité, signé Dans un jardin. Dans un jardin, votre boutique spécialisée pour célébrer la fête de l'amour avec amour. Votre boutique Dans un jardin des Galeries Montagnaises vous dit « Je t'aime ». Attitude. Alors, plusieurs dossiers qu'on a traités avec notre bon ami Pierre Gilbert. Bonjour Pierre.
Premièrement, vous avez dévoilé là, le montant remis à l'association de hockey mineur de Sept-Îles hier pour le 41e tournoi Ferro, 36 700 $. On peut pas dire que c'est autre qu'une réussite. Non, c'est sûr que moi, c'est ma 6e ou 7e année que je suis à la présidence, là. Et même depuis, je pense, au moins 10 ans, on n'a jamais remis un montant aussi élevé. Puis je me demande si c'est pas un des plus gros montants. Là. On parle pas des années là où il y a eu des 50 000 parce qu'il y avait 90 équipes, là, mais avec cette formule-là, 30 700, là, c'est un des gros montants. Est-ce que, c'est sûr que tout l'argent va à l'association de hockey mineur. Est-ce que vous savez un peu là, qu'est-ce que le hockey mineur fait avec un montant comme celui-là? En tout cas, sûrement que s'il y a quelques équipes qui vont aux provinciaux au printemps, surtout cette année, c'est en Outaouais. Le Pee-Wee, c'est à Maniwaki. Alors, tu peux être sûr ça va servir à bon escient là, pour payer le transport et toutes les dépenses reliées. T'es quasiment parti une semaine quand tu vas là. Fait que, le gaz, le coucher, je pense qu'ils vont s'en servir à très bon escient. Est-ce que ça vous met de la pression pour la 42e ou les prochaines éditions à venir là, de toujours réussir à atteindre? Parce que c'est de plus en plus difficile l'organisation du tournoi Ferro. Non, ça me met pas de pression, parce que je pense que d'une année à l'autre, ça peut jamais être pareil, on sait jamais ce qui peut nous arriver. C'est sûr que l'an passé, on a investi dans le 40e pour des activités et pour des cadeaux pour les jeunes, donc on a moins remis, mais dans le fond, on a quand même remis des choses à l'ensemble des jeunes. Fallait festoyer un peu, là. Du tournoi. Cette année, on a des commanditaires qui nous sont arrivés, qui étaient pas là l'an passé, qui nous ont aidé, je pense, à faire un peu une différence. Alors, c'est des commanditaires qui croient au tournoi, qui croient au club optimiste, qui croient aux jeunes. Alors, déjà là, si ça continue, là, ça va déjà être une base solide pour nous autres. Là. Félicitations au tournoi Ferro là, pour toute cette belle organisation-là et pour ce que vous remettez aux jeunes. Félicitations. Donc ça, c'était le premier dossier qu'on voulait parler avec toi. Deuxième dossier, le tournoi Optimiste là, qui va commencer en fin de semaine. Le tournoi, Omnisport. Ouais, ça fait beaucoup d'organisation. Mais le tournoi Omnisport, c'était le tournoi Carl Dacas. Pourquoi Omnisport a décidé de reprendre ça? Lorsque Roger a décidé, je pense l'an passé, là, après une trentaine d'années, au moins, là, de mettre fin à ce tournoi-là, parce que lui, il quittait cette île, alors il a offert à Omnisport si on voulait le récupérer. Alors nous, on s'est dit, je pense qu'on est capable de récupérer, c'est un beau défi à relever. Puis nous, c'est tout du bénévolat en fin de semaine, parce que l'argent retourne à nos 18 organismes. Alors on pense on espère que ça va bien aller, là, que les équipes vont être compréhensives aussi un petit peu avec nous, vu que c'est notre première édition, puis c'est pas évident sûrement de classer les équipes. Là. Il y a toujours comme je disais, il y a toujours des petits comiques qui essaient de jouer plus fort dans leur catégorie. En tout cas, c'est eux autres qui en sont mais les gens se connaissent bien, là, les gens savent bien, puis je pense que les gens sont habitués. Le comité organisateur, comment il s'est formé? C'est pas Omnisport qui est le comité organisateur, on chapeaute, mais il y a des gens qui se sont greffés à vous? Nous, c'est sûr qu'au niveau des bénévoles, là, on a demandé à nos organismes s'ils voulaient s'impliquer. Alors nous, ça va leur donner un petit surplus à eux autres. Mais c'est nous, là, les gens du comité, là, qui sont un peu en charge du tournoi. Donc c'est le conseil d'administration de Omnisport? Effectivement. OK. Effectivement. Donc est-ce que c'était dans la mission à la base d'Omnisport d'organiser des événements comme ça ou plus d'être partenaire dans des événements? C'est sûr que si on peut, comme on l'a déjà fait avec les salons du printemps, des choses comme ça, si on peut avoir un événement comme ça qu'on peut organiser, puis je pense que c'est dans la mission, nous, c'est de ramasser de l'argent pour nos organismes. Alors, en autant qu'on n'est pas en conflit trop avec d'autres groupes, là, je pense qu'on peut organiser un événement comme celui-là. Et Omnisport, on a toujours la meilleure poutine en ville, dans les arénas en fin de semaine. C'est une bonne occasion, comme ça l'était au tournoi Ferro il y a deux semaines de ça. Est-ce qu'il y a du bon hockey, là? Il y a du calibre, il y a des dimanche, les finales, là, ça peut être le meilleur calibre qu'on n'a pas vu à cette île depuis un petit bout de temps, c'est heure qu'on n'a plus de seniors, là. Oui, effectivement, on était surpris un peu nous-mêmes, là. On pensait pas atteindre le nombre d'équipes qu'on a là, 34 équipes. Ah, c'est bon. C'est excellent. Je pense que le fait contrairement à Roger, peut-être qu'on garantit 3 voûtes. Peut-être que ça a incité des équipes de plus à participer. On a 10 000 qu'on répartit dans les 5 catégories. Je pense que à ce moment-là, c'est 2 éléments qui ont fait là, qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain avec 34 équipes. On pensait d'avoir à peu près 25. On aurait été bien contents. Alors, c'est sûr que là, ça fait quand même beaucoup. Ça fait 67 parties. On commence jeudi soir. Il y a une cérémonie d'ouverture vendredi 20h, c'est ça? Puis des bons matchs, là, toute la journée, samedi, dimanche, jusqu'à 18h. Sur la catégorie Open et intermédiaire, il y a seulement 3 équipes, mais on leur donne chacun
4 parties. Fait que ils vont avoir pour leur argent. Là, vu qu'on voulait garantir 3 matchs. Alors, eux autres, ils vont jouer un dôme round robin, plus la finale le dimanche. Alors, chaque équipe va jouer au moins 4 parties dans ces 2 catégories-là. Super à suivre cette fin de semaine. Pierre Gilbert, toi qui passes toutes tes fins de semaine, ou presque, là, dans l'aréna de Sept-Îles, est-ce qu'on a besoin d'une glace de plus? Là, la question nous brûle les lèvres suite à la réunion du conseil municipal qui a adopté un projet d'aréna 2 glaces pour remplacer Conrad Parent. À ton avis, on a besoin de plus de glaces pour le hockey mineur, la ringuette, le patinage artistique à Sept-Îles? C'est sûr que si on s'arrête tout de suite immédiatement, on dirait peut-être non, parce qu'avec les bâches un peu ici là, mais je pense que n'importe quel conseil, n'importe quel organisme qui pense pour l'avenir, dans 15, 20 ans, 25 ans, si on veut assurer que nos gens vont rester, puis je pense qu'il faut penser à l'avenir et non dans 2 ans, là. Mais, je pense qu'à ce niveau-là, surtout qu'une 3e glace, ça devient une glace, là, qui peut dépanner, puis je pense que finalement, on va se retrouver qu'il peut y avoir d'autres ligues qui peuvent se former. Ça peut donner une chance là peut-être à des activités qui ont moins de monde, peut-être d'en amener plus éventuellement. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve dans 10-15 ans. Là. Est-ce que d'annexer un complexe multisportif serait, selon toi, une solution à court terme? Ben, je me dis, si on a le terrain pourquoi pas? Mm-hmm. Parce que je pense que ce projet-là, ça fait au moins 10 ans là, que... 2 places puis 4 gymnases. Il y avait d'autres projets là sur la glace là, comme pour pas faire un mauvais jeu de mots, mais du côté du cégep là, on avait déjà entendu d'un pavillon avec des gymnases. Là. Ça aussi, ça serait une solution. Ben, je sais que dans le temps, c'était un petit peu, je pense, avec la ville aussi. En tout cas, qu'est-ce qui fait que ça a échoué là? Je suis pas dans le secret des dieux, là, mais j'imagine que ça pourrait peut-être revenir dans le décor, ou si c'est avec l'aréna, ben tant mieux s'il y a de la place pour le faire. C'est ça. Ça prend, ouais, c'est vrai, ça prend de la place pour construire tout ça. Pierre Gilbert, président du tournoi Ferro Optimiste, membre du comité organisateur pour le tournoi Omnisport, le tournoi de hockey Omnisport, puis plein d'autres casquettes puis chapeaux. On t'invitera pour d'autres choses, l'ordre du mérite Nord-Côtier, il y a plein de choses. Pierre Gilbert, un gros merci. Merci bien. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. La radio est votre complice et partage votre quotidien. L'information qui vous intéresse, les promotions qui vous font rêver, une proximité avec les intervenants du milieu, une relation privilégiée avec les gens d'affaires. Le 13 février, c'est la Journée mondiale de la radio sous le thème « La radio et les sports ». La radio, le média le plus près et le plus impliqué dans ses collectivités. Le groupe Attraction Radio est fier de faire rayonner la vie dans chacune de ses régions. Bonjour, ici Michel Bellavance. Merci au 94,1 de faire rayonner les activités et les sportifs de chez nous. Du 12 au 16 février se tiendront les journées de la persévérance scolaire. Tous vos gestes sont des petits plus qui nous donnent envie de persévérer. Quand vous m'offrez un livre dès mon plus jeune âge. Quand vous vous intéressez à ce que je fais à l'école. Quand vous me donnez accès à un parc où je peux bouger. Et quand vous me recevez en stage. C'est facile d'être un plus dans notre réussite. Visitez journéepersévérancescolaire.com. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette, votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles, au 493C Avenue Brochu, 88 962 6916. Notre chronique assurance avec l'expert Guy Duchesne. On va parler d'entretien hivernal, entre autres des toitures. Mais d'abord, Guy, bonjour. Bonjour, Jean. Guy, on va parler des dommages à un tiers, hein, pour les assureurs. Quand que ce soit avec la voiture ou autrement, c'est des choses qui arrivent quand même, hein? Effectivement, donc ça arrive à l'occasion, principalement en assurance d'entreprise, qu'on va occasionner des dommages à un tiers, donc un voisin, un client, un endroit où on fait des travaux. Je veux parler de l'importance d'aviser son assureur lorsqu'on fait des dommages. On a 2 exemples présentement où il y a eu un délai d'avis, ça cause des problèmes dans le traitement de la réclamation. Je vous donne un exemple qu'un déneigeur a accroché une toiture pendant les travaux de déneigement, donc ça arrive régulièrement, c'est pas fait exprès, malheureusement, on accroche une toiture. Et dans le cas présent, le déneigeur n'a pas avisé l'assureur. Il a attendu d'avoir la mise en demeure officielle, le total des dommages avant d'aviser son assureur, de sorte que lorsqu'on a reçu la réclamation, tout avait été réparé. Il y avait une toiture neuve, le propriétaire de la maison en avait profité pour faire un agrandissement, puis faire des améliorations à sa bâtisse. Donc, l'assureur n'était plus en mesure d'évaluer le dommage qui avait été occasionné, n'était plus en mesure de voir l'état des lieux, parce que lorsqu'on cause un dommage à un tiers, on ne doit pas la valeur à neuf.
donc on peut enlever une dépréciation. Donc on pouvait plus voir l'état des lieux avant. Est-ce que la toiture avait 20 ans, 10 ans, 25 ans, elle était peut-être déjà très endommagée. Donc l'assureur, dans ce cas-ci, a accepté de payer quand même la réclamation parce qu'on a réussi à avoir des photos, puis on a réussi à négocier avec l'assureur, mais aurait pu dire, compte tenu du délai d'avis, je ne peux pas voir les dommages, je ne paye pas la réclamation. Il aurait été dans son droit. Ça a été donc beaucoup plus compliqué. J'imagine que c'est en tout temps, hein, tierce ou pas. Quand on a des dommages, on pense faire une réclamation. Il faut impliquer l'assureur rapidement. Mais il faut au moins en parler avec son courtier. Dans certains cas, on n'avisera pas l'assureur si on sait à la base que c'est un petit dommage puis qu'on va le régler nous-mêmes. Mais parlons-en avec notre courtier pour s'assurer qu'on n'a pas besoin de rapporter à l'assureur, qu'on n'aura pas de préjudice puis qu'on sera pas, on vivra pas un problème de réclamation si on décide éventuellement de le rapporter. Dans les cas de blessures corporelles, je vous le dis tout de suite, dans tous les cas de blessures corporelles, on rapporte la réclamation. On ne sait jamais comment est-ce qu'une réclamation en blessure corporelle peut tourner, même si des fois on pense que c'est juste une petite foulure ou les gens ont juste un petit échymose, un petit bleu. Des fois, ça vire de bout en bout et on peut se ramasser avec des grosses réclamations. Donc, dans les cas de blessures corporelles, on avise immédiatement l'assureur. Un autre exemple, Jean, que je voulais discuter, où on a endommagé, on a échappé dans le transport un moteur diesel accompagné d'une génératrice, un équipement spécialisé. Ça valait 200 000, mais il est tombé d'à peu près d'un pied de haut et on pensait vraiment pas avoir causé de dommages majeurs à l'équipement. Des fois, ça prend pas grand-chose. À l'assureur. Finalement, le propriétaire du bien, lui, il dit que le bien, il est scrap, ça vaut 200 000 et il l'a détruit. Là, il réclame 200 000 à notre client. On avise l'assureur. Le bien est détruit. On n'a aucun élément pour établir les dommages qu'il y avait effectivement au bien. On n'a plus de récupération. On ne peut pas récupérer non plus les débris pour essayer de minimiser notre perte ou quoi que ce soit. Donc, l'assureur refuse de payer la réclamation. Notre client, il est pris avec une réclamation importante sur les bras et compte tenu du délai d'avis, son recours contre l'assureur est très difficile. Donc, dans tous les cas, lorsqu'on cause des dommages à un tiers, c'est bien important d'aviser son assureur ou de discuter avec son courtier pour mettre en place la bonne stratégie là, pour le règlement du dossier. Et là, les exemples qu'on donne, c'est dans le cas d'assurance d'entreprise. Il faut bien comprendre qu'une entreprise est responsable. La police d'assurance couvre le travail de ses employés aussi, là, même si c'est une erreur, par exemple. Oui, c'est pour ça l'assurance responsabilité civile, sauf que comme dans tout contrat d'assurance, il existe des clauses à vérifier et que ce soit en assurance d'entreprise ou en assurance des particuliers, rapporter, aviser son assureur lorsqu'on a connaissance d'une réclamation, c'est là c'est important de le faire dans les délais pour éviter qu'il y ait un préjudice de causer. Je reviens sur ton premier exemple, Guy, là, tu parlais de faire des travaux plus importants que la réparation qui est couverte par l'assurance. Ça doit être quand même assez courant, hein? On en profite, il est arrivé quelque chose, un bris, l'assurance va couvrir ça, mais on veut en faire un peu plus. Il y avait d'autres travaux qui s'imposaient sur le bâtiment, par exemple. Tout ça, ça se fait, mais il faut bien partager finalement les factures de chaque côté, hein? Ben effectivement, c'est pour la personne qui a subi un dommage qui rapporte à son assureur. Mettons, on oublie le dommage d'un tiers en responsabilité. Là, tout simplement, vous avez un dégât d'eau chez vous. Là. Il y a des dommages dans la cuisine, un peu dans le salon, etc. Puis vous décidez d'en faire un peu plus grand parce que vous étiez dû pour faire des travaux de rénovation. Ben tant mieux. Des fois, je dis à mes clients, c'est le seul avantage que je peux voir d'avoir une réclamation, c'est d'en profiter pour apporter des améliorations puis des modifications à notre résidence. Puis changer la décoration en même temps. Des fois, on était dû. Il arrive un dégât. On voulait pas le dégât, mais on subit les inconvénients de la réclamation. Mais au moins, si on en profite pour améliorer notre résidence puis faire des travaux qui vont nous rendre plus heureux dans la maison, ben pourquoi pas? Ben oui, c'est des opportunités, finalement. On parlait d'entretien. On va parler aussi d'entretien de nos maisons, les toitures particulièrement. Il y a encore tombé 30 cm de neige là en début de semaine, Guy. Il y a certainement des toitures à cette île Port-Cartier qui sont dues pour être vidées. Ah, c'est clair. On y goûte beaucoup et on reçoit beaucoup de réclamations présentement de poids de la neige ou d'infiltration d'eau par les toitures. Donc, un conseil de prévention là aux propriétaires de résidences et les bâtiments commerciaux. Allez déneiger vos toitures, c'est très important. Dégager les gouttières le plus possible. Les drains de toit pour les toitures plates, allez dégager les drains de toit pour s'assurer que l'eau puisse s'égoutter. Il va y avoir des redoux bientôt. Il va y avoir de la pluie bientôt. Donc, il faut s'assurer que l'eau puisse
puissent voyager comme il faut. On en a beaucoup présentement. Puis, mesure de précaution très simple, allons déneiger la toiture, ça va éviter bien des désagréments. Oui, il y a la semaine de relâche qui s'en vient ou la semaine de vacances pour bien des gens. Quand on quitte aussi, il faut s'assurer qu'il y a quelqu'un qui garde un œil sur nos affaires, là, sur notre maison. Ben effectivement, Jean, on en a déjà discuté. Donc, lorsqu'on quitte notre résidence pour plus de 4 jours ou 7 jours, là, selon le contrat d'assurance, il faut s'assurer que quelqu'un vient à la maison, s'assurer que le chauffage est en force, ou il faut absolument fermer l'eau de la maison, vidanger des tuyaux pour éviter qu'il y ait un dégât d'eau, sinon on pourrait avoir des problèmes là, de réclamation. Et l'hiver n'est pas fini, alors il y aura encore l'entretien pour un bon mois et demi encore. Là. La marmotte n'a pas vu son ombre cette année. Ah, ben, on va en avoir encore la neige, là. On est seulement à la mi-février, donc... On a toujours des tempêtes en mars-avril, c'est clair. C'est sûr. Attendons pas là, qu'il y ait un problème. Déneigeons immédiatement. Prenons l'avance un peu. Ben, Guy Duchesne, un gros merci encore une fois pour ces précieux conseils. Je rappelle qu'on peut vous rejoindre facilement en tout temps là, pour un conseil personnalisé chez Accès Conseil à Sept-Îles. Certainement, le 962-6916. Merci, bonne semaine. Merci, Jean. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. Alors, on laisse les gens retourner au boulot. Prévoyez vos pelles et vos souffleuses parce qu'il y aura pas mal de neige qui va tomber au cours des prochains jours. Ben ouais, 3 jours. On vient d'en essuyer 30 cm. Ben, vous allez en essuyer encore un bon bout. Je vois pas exactement les quantités de neige, mais 3 jours de neige. Donc, prévoyez vos pelles et vos souffleuses. Demain, à Côte-Nord-Attitude, on reçoit le maire Régent Poirier. Ouais. C'est demain qu'on va faire un retour sur toutes les décisions prises concernant un éventuel complexe sportif à 2 glaces. Bonne fin de journée, tout le monde!